Bonjour à tous. Je me présente, je suis le docteur Muriel Verne. Donc, je suis responsable du SCMM. Donc, c'est le SAMU de coordination médicale maritime Méditerranée. Je suis médecin urgentiste au SAMU 83. Désolée d'être pas parmi vous. Mais de multiples raisons ont fait que je n'ai pas pu me déplacer à Toulouse. Euh, donc, alors en fait, là, moi, je vais aborder avec vous tout ce qui concerne les régulations maritimes. Je crois que vous avez déjà eu un topo pour le CCMM. Vous valez... Oui, non? Vous l'avez après? Ah, ok. C'est vrai, c'est un peu dommage dans l'ordre, mais bon, tant pis. Moi, je vais vous présenter la spécificité des régulations maritimes et l'organisation de l'aide médicale en mer. Donc, le secours en mer, eh ben, ça touche tout le monde, à savoir, ça touche aussi bien les professionnels de la mer, c'est-à-dire les marins-pêcheurs, les marins qui travaillent également sur des cargos. Ça touche aussi le domaine de la plaisance, hein, avec la plaisance, que ça soit la voile, la pratique, la plaisance à voile, la plaisance à moteur. Ça touche en mer, il y a tous les sports également, comme vous pouvez le voir là sur le diaporama, kitesurf, enfin voilà, tous les sports nautiques en lien avec la mer, que ce soit motorisé ou non. En mer, il y a aussi la problématique des migrants, comme vous pouvez le voir, et on a été, nous, à Toulon, impactés il y a un an et demi par la gestion de l'arrivée de l'Ocean Viking, qui était un bateau d'une ONG. Vous voyez là, et puis il y a également tout ce qui est sous l'eau, à savoir tous les sports subaquatiques. Alors, les acteurs pour l'aide médicale en mer, donc je pense que vous êtes tous bien au fait de par votre métier comment ça se passe à terre, savoir entre le SAMU, le CODIS, les transporteurs privés. Il faut savoir qu'en mer, il y a une organisation également spécifique pour l'aide médicale urgente en mer. Globalement, pour faire simple, faut déjà savoir que ça repose sur une instruction, hein, c'est une instruction, donc ministérielle. La première instruction, et ça, je laisserai le CCMM vous en parler, elle a eu lieu en 83, qui a donc officiellement reconnu le CCMM et également première instruction de l'aide médicale en mer qui décrivait l'instruction. Il y en a eu une autre après en 2011 et en 2021, parce que j'ai oublié aussi de vous dire, la gestion des secours en mer, ça concerne aussi les parcs éoliens, puisqu'il y a des parcs éoliens maintenant qui se mettent un petit peu partout dans les eaux françaises. Et il faut aussi prévoir des plans de secours pour les techniciens qui travaillent sur ces parcs éoliens pour leur venir en aide. Donc, comme je vous le disais, ça repose sur donc une instruction, donc des textes, une doctrine ministérielle. Et il y a trois acteurs principaux, donc un triptyque. Donc il y a le CCMM. Le CCMM, je vous dis juste que c'est le Centre de consultation médicale maritime qui est basé à Toulouse, là où vous êtes. Mais je n'irai pas plus loin puisque on va vous en parler après. C'est juste, pour faire simple et schématique, le CCMM, c'est le centre de régulation. Ça régule tout ce qui est en mer, que ce soit des problèmes médicaux ou des problèmes traumatiques. Par contre, ils font la régulation. Et après, tout le reste, les évacuations, etc., c'est géré par d'autres structures. Et donc, le CCMM à Toulouse, Centre de consultation de médicale maritime, centre de régulation. L'autre partenaire, c'est le CROSS. Vous voyez en bas à gauche une photo du CrossMed et les SCMM, donc le SAMU de coordination médicale maritime. Voilà les acteurs. Hop. Ah, bah non, c'est comme ça. Donc le CCMM, bah voilà, la petite photo. Hop, on passe, on va en parler. Ensuite, le SCMM. Alors pour faire simple, donc je répète, c'est le SAMU de coordination médicale maritime, SAMU de la mer, on pourrait dire. C'est une unité fonctionnelle du SAMU et c'est donc un des trois piliers de l'aide médicale en mer avec le CROSS et le CCMM. Comme je vous le disais, les SAMU de coordination médicale maritime, ils sont désignés par le ministère de la Santé. Il y a une instruction qui date du 22 novembre 2013. Donc, vous voyez,
C'est pas une histoire de copains qui se sont retrouvés en disant, bon, ça va être toi, ça va être moi, on va s'arranger. Non, il y a une désignation, il y a une étude par la DGOS, hein, Direction générale de l'offre de soins, qui est le bras armé du ministère de la Santé, et qui a défini, et qui a défini, désigné la nomination donc des SAMU de coordination médicale maritime, ainsi que des SMUR maritimes. Et cette instruction est importante puisqu'il faut bien imaginer que qui dit désignation, officialisation dit budget pour faire tourner ces structures. Et donc, ouais, pour revenir en arrière, pardon, donc le SAMU de coordination médicale maritime, le SAMU de la mer, on dit, sa zone de compétence est en lien avec celle du CROSS de son secteur. On verra ça par la suite. L'autre membre du trépied, l'autre partenaire, c'est le CROSS. Alors, le CROSS, c'est le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage. Le CROSS assure une mission générale de sécurité maritime dans le cadre de l'action de l'État en mer de la préfecture maritime. Le CROSS coordonne dans sa zone d'action l'ensemble des moyens maritimes et aériens, publics ou privés, les mieux adaptés pour les recherches et pour l'organisation des secours. Il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que le CROSS a un rôle de coordination, hein, mais il n'a aucun moyen propre. Un exemple, par exemple, le CODIS, ils ont des FPT, des VSR, des VSAV, des grandes échelles, et j'en passe. Là, le CROSS, lui, n'a aucun moyen à lui. Mais par contre, il peut engager et tous les moyens de l'État, alors que ce soit les gendarmes, la gendarmerie maritime, les militaires, l'armée de l'air, la marine, les douanes, mais aussi les moyens privés. Alors, le CROSS. En métropole, l'autorité du CROSS, c'est le préfet maritime. Pour info, il y a 3 préfectures maritimes en France continentale. En métropole, c'est Cherbourg, Brest et Toulon. Le CROSS, il y a 5 centres principaux et un secondaire. Et par contre, en Outre-mer, leur autorité, il n'y a pas de préfecture maritime, mais leur autorité, c'est le délégué du gouvernement pour l'action de l'État en mer. Pour info, les CROSS, leur ministère de tutelle, c'est le ministère de l'écologie. Alors, ils sont armés, il y a effectivement des anciens des affaires maritimes, etc., mais le ministère de tutelle du CROSS, des CROSS, c'est le ministère de l'écologie. Les missions du CROSS, alors là, on est dans le cadre du congrès AFAM, de la santé, l'aide médicale urgente, mais il faut savoir que le CROSS, qui est notre partenaire et qui coordonne tous les moyens, eh ben, il n'a pas ces missions, elles sont multiples. C'est pas uniquement dédié au secours en mer et au sauvetage. Alors, il coordonne les opérations de sauvetage et d'assistance, de recherche et de sauvetage. C'est aussi, il a un rôle dans la surveillance de la navigation maritime, dans la surveillance des pollutions et également dans la diffusion des renseignements de sécurité maritime. La sécurité maritime, c'est tout ce qui est balises, etc. C'est aussi les plaisanciers pour avoir les bulletins météo. Voilà. Et comme je l'ai dit, il assure des missions de service public auprès des gens de mer, des plaisanciers, et H24, 7 jours sur 7. Pour vous donner juste un chiffre, je ne vais pas vous noyer, mais le CrossMed, il y a eu en 2023 4023 opérations qui ont été réalisées par le CrossMed. Là, c'est pour vous donner un petit peu le... Excusez-moi. C'est pour vous donner un petit peu la répartition, le territoire. Alors, vous n'êtes peut-être pas docteur en géographie, mais enfin là, vous reconnaissez la Méditerranée. Donc, excusez-moi. Je rappelle, je suis en réunion. D'accord, c'est le cabinet de Dr Clavé, si vous pouvez voir. Ok, merci beaucoup. Donc, sa zone de compétence, ça va de Menton à Perpignan. Et vous voyez que ça prend également la Corse, le Nord Sardaigne. Donc toute cette zone, si vous voulez, toute la zone, je ne sais pas si vous voyez bien dans la salle, mais il y a une zone en rouge. Toute cette zone rouge, c'est la zone de compétence du CrossMed et donc, en l'occurrence, du SAMU de coordination médicale maritime Méditerranée. Là, une petite carte donc, pour vous montrer la répartition des crosses. Donc, on commence par le nord, donc Griné, ensuite le cross Jobourg. Alors, la particularité du cross Griné,
c'est le cross c'est le point d'entrée, c'est le POC de tous les problèmes à l'étranger. Donc, s'il y a un problème étranger, enfin, de navire, parce que les Français peuvent tout à fait naviguer à l'étranger, si vous voulez, c'est le cross greené qui est le point d'entrée. Et ensuite, il dispatche les informations sur le cross qui est territorialement compétent. L'autre rôle et mission du cross-grainé, c'est aussi pour tout ce qui est attaque et piraterie. Les bateaux, maintenant, la majorité des bateaux sont, enfin, je parle des gros bateaux, des remorqueurs, des bateaux de croisière, ils sont équipés de systèmes d'alarme en cas de piraterie. Il y a eu un moment où il y a eu énormément d'attaques, particulièrement dans l'océan Indien. Et donc, il y a ces alarmes, si vous voulez, ces boutons d'alarme. Et ben, si jamais les bateaux étaient victimes d'un acte de piraterie, ils sont déclenchés et le déclenchement de cette alarme arrive au cross-grainé qui permet de localiser où il y a un problème. Ensuite, donc, il y a le cross-grainé, le cross-Jobourg, le cross-Corsen au large de quelques encablures de Brest, le cross-Étel dans le Morbihan, et donc le cross-Lagarde qui est le cross-Méditerranée avec un sous-cross en Corse à Aspreto, localisé à côté d'Ajaccio, et en fait qui lui est ouvert en journée. Et la nuit, c'est donc le cross-med qui reprend les interventions, la gestion des interventions. Les SCMM en France, donc comme je vous l'ai dit, SCMM, ça veut dire SAMU de coordination médicale maritime. Il y en a 4 en métropole, donc Toulon, Le Havre, Bayonne et Brest. Et il y en a 2 dans les territoires ultramarins, Saint-Denis de la Réunion et Fort-de-France. Je vous ai parlé des SCMM, qui dit SAMU de coordination médicale maritime. Il y a également des SMUR maritimes, pareil, qui ont été également désignés par cette instruction de novembre 2013 qui désignait les SCMM. Donc vous voyez qu'il y a 3 SMUR maritimes en Manche-Mer du Nord, Boulogne, Le Havre, Granville, un en Manche-Ouest à Brest. En Atlantique, Vannes, La Rochelle, Bayonne. Il y a un SMUR maritime à Toulon. Et Antilles-Guyane, Caraïbes, il y a Fort-de-France. Et il y en a 2 dans les océans Indiens, Mamoudzou à Mayotte et à Saint-Denis de la Réunion. Alors, les missions du SAMU de coordination médicale maritime, c'est donc, on va vous l'expliquer le CCMM, la régulation initiale se fait par le SAMU, le CCMM à Toulouse. Et par exemple, à partir du moment où il y a besoin d'une évacuation de la personne qui est sur un bateau, que ce soit une évacuation médicalisée ou non médicalisée, et ben, c'est le SAMU de coordination médicale maritime qui coordonne cette évacuation et son rôle est de déclencher donc des ressources d'intervention médicale ad hoc. Alors, s'il y a besoin d'un SMUR maritime, ça va être un SMUR maritime. S'il n'y a pas besoin de médicalisation, ça sera des vecteurs, souvent la SNSM ou d'autres vecteurs, pour ramener la personne à quai. Et le SAMU de coordination médicale maritime doit également s'occuper de l'orientation terrestre hospitalière. Donc, préparer l'accueil à terre et organiser le patient. Donc, vous voyez, le CCMM, il a, entre guillemets, uniquement qu'un rôle de régulation initiale. Et le SCMM, à partir du moment où la personne ne peut pas rester sur le bateau pour des conseils, etc., qu'elle doit être évacuée ou que le bateau doit être détourné, qu'il doit y avoir où il faut aller chercher la personne sur le bateau, médicalisé ou pas, ou il faut prévoir un accueil à quai. Dans ces cas-là, c'est le SAMU de coordination médicale maritime qui gère cette problématique. Mais les missions du SCMM, ça ne s'arrête pas là. Donc, on a vu toute la partie coordination des évacuations des patients. Mais par contre, ça assure la régulation médicale et la prise en charge des accidents de plongée dans toute sa zone de compétence. Ça veut dire, en l'occurrence, si je prends l'exemple du SCMM Méditerranée, qui alors, a la plus grosse activité en termes d'accidentologie plongée. Alors, c'est pas parce que dans le sud, ils sont plus mauvais qu'ailleurs. Bon, je suis pas du sud, hein, donc il n'y a aucun... je suis pas du tout... pas de chauvinisme. Mais en tout cas, s'il y a beaucoup d'accidents et particulièrement dans le Var, en fait, c'est là où il y a le plus de sites et d'épaves. Donc, c'est la raison pour laquelle plus il y a de plongées, plus il y a de risques d'accident. Et en plus, d'autant plus des plongées profondes. Donc, les missions du SCMM, donc, comme je vous le disais, c'est assurer la régulation médicale des accidents de plongée. C'est-à-dire, il y a une boucle courte entre le support plongée qui appelle le cross. Le cross, comme c'est un accident de plongée, bascule au SAMU de coordination médicale maritime. Comme pour le secours en mer dont je vous ai parlé tout à l'heure, cette régulation, cette façon de faire est également instruite il dépend d'une instruction qui a vu le jour le 31 mai 2021. Donc, c'est quelque chose de national.
Alors, pourquoi? Alors, donc oui, ça veut dire qu'en pratique, Toulon, pour reprendre notre exemple, régule les accidents de plongée dans les Alpes-Maritimes, dans le Var, dans les Bouches-du-Rhône et dans le 66. Alors, euh, dans le 11, le 34 et le 30, je ne les ai pas cités, c'est qu'en fait, il y a très très peu, enfin, on n'a quasiment pas d'accidents de plongée. Les principaux, en ordre de fréquence, la majorité, c'est dans le Var, puis dans les Bouches-du-Rhône, puis dans les Alpes-Maritimes et ensuite dans les Pyrénées-Orientales, particulièrement au large de Port-Vendre. Alors, la plus-value du SAMU de coordination médicale maritime, donc c'est notre job, enfin, les gens, les médecins et les armes sont formés à cette régulation, c'est qu'il y a une expertise médicale dans la régulation qui permet entre autres de confirmer, alors c'est pas l'expertise médicale ne se résume pas uniquement à confirmer l'oxygénothérapie, mais qui a une expertise au niveau de cette typologie. Donc effectivement, notre rôle, et ça, les armes le font aussi, c'est-à-dire quand il y a un bilan confirmé qu'il a bien, que celui qui a eu un accident de plongée a bien été mis sous oxygène à 15 litres minute, car je vous le dis, je vous le répète, il n'y a pas de discussion, il y a des adages comme ça. Tout accident de plongée doit être mis sous oxygène à 15 litres minute, quelle que soit sa saturation en oxygène. Il a une saturation sa saturation est à l'air à 100, il doit être mis sous 15 litres d'oxygène. Car l'accident de plongée, je ne rentre pas dans les détails physiopathologiques, mais le traitement, c'est l'oxygène normobar et ensuite l'oxygène hyperbar lorsqu'il y a eu un accident de désaturation. Donc, la plus-value également du SCMM, c'est que par rapport à cette problématique d'accident de plongée, il y a vraiment des liens forts. On a un vrai partenariat avec le CROSS, les services de médecine hyperbare continentaux, et les SAMU terrestres du littoral. La DDCS, c'est la Direction départementale de la cohésion sociale. S'il y a des anciens parmi vous, c'est avant, ça s'appelait Jeunesse et Sport. Et la préfecture maritime. Le SCMM, c'est donc le référent médical du CROSS. Donc, en pratique, lorsqu'il y a un accident de plongée, donc le cross est appelé soit par la VHF Canal 16. Je rappelle que le cross veille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, le Canal 16, ou par GSM. Et là aussi, retenez, en mer, il n'y a qu'un seul numéro d'appel téléphonique lorsque vous êtes encore en zone de couverture GSM, c'est le 196. Il n'y a qu'un numéro à retenir. Et ça peut, et après, si vous êtes au-delà, vous n'arrivez pas à tenir par VHF Marine, le canal 16. Donc, en pratique, lorsqu'il y a un accident de plongée, le cross est appelé par le support plongée. Le cross prend toutes les infos et bascule. Ensuite, il y a une conférence à trois entre le support plongée, le cross et le SCMM. Là, il y a donc régulation médicale par le médecin régulateur du SCMM qui décide de médicaliser ou pas et d'organiser la jonction mer-terre. Il y a aussi, et ça c'est écrit dans l'instruction, systématiquement, il y a un appel au médecin hyperbariste territorialement référent. Par exemple, sur notre façade, il y a un caisson à Nice, un caisson à Toulon, un caisson à Marseille et un caisson à Perpignan. Et donc, la décision du lieu d'orientation du patient, à savoir le caisson ou un autre service d'urgence ou un service de réanimation, elle est prise conjointement en accord avec le médecin du caisson. Les autres, donc on a vu mission du SCMM, régulation, coordination des évacuations pour le secours en mer, régulation et coordination des évacuations pour la plongée. Et un autre volet, c'est également la régulation. Alors, SMGA, ça veut dire sauvetage maritime grande ampleur. C'est ce qu'on pourrait appeler l'ORSEC maritime. Là aussi, il y a une instruction qui régit toute cette organisation. C'est une instruction qui date du 13 mai 2013. Et donc, pour essayer de faire simple, parce que là, c'est en fait juste une approche, il faut savoir qu'en cas de catastrophe d'ORSEC maritime, la mission du SCMM, c'est déjà il va y avoir une régulation, alors déportée ou en visio, ça dépend des façades, mais la régulation se fait donc au cross. Alors je vous dis en présentiel ou en visio. À Brest et à Toulon, c'est possible en présentiel puisqu'on est proche des crosses. Donc régulation déportée. Donc qui dit régulation déportée, ça veut dire que le médecin régulateur qui, lors d'une catastrophe maritime, prend le nom de MCAM, comme médecin conseiller de l'aide médicale en mer, accompagné d'armes, se rend au CROSS pour gérer la crise. Parallèlement, le SCMM, ses missions aussi, c'est de projeter des équipes du SMUR maritime, de projeter un DSM mer.
Donc vous voyez que le SCMM, c'est vraiment le chef d'orchestre de la gestion maritime médicale. Son rôle, c'est la gestion maritime et aussi d'organiser l'interface mer-terre. Je rappelle que toute catastrophe ou tout événement qui se passe en mer commence en mer et se termine à terre. Donc il faut impérativement organiser cette interface. Donc le SCMM, là encore, c'est l'interlocuteur médical du CROSS, c'est le régulateur aquatique et subaquatique, c'est également le gardien du temps, c'est le garant de la fluidité mer-terre, il fait la régulation des catastrophes maritimes et donc par cette interface mer-terre. Donc, pour revenir, donc vous voyez, il y a le secours en mer, donc comme je vous le disais, régulation initiale par le CCMM. Hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau du secours en mer. Donc, vous voyez que le SCMM a quand même plusieurs missions bien définies. Donc, toujours, alors, bon, bah, de toute façon, quand un problème se passe en mer, il n'y a pas 50 façons d'y aller. Hein. C'est ou par air ou par mer. Et dans ces cas-là, c'est un accord. Le CROSS, lui, a notion du positionnement enfin, des vecteurs nautiques et aériens en temps réel. Et donc, si vous voulez, le CROSS propose un vecteur et c'est vraiment des discussions qui se font ensemble, mais chacun reste dans son domaine de compétence. J'explique. Ce n'est pas au médecin régulateur du SCMM de dire moi je veux tel hélico, telle couleur, parce que ceux-là je les aime bien. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est le côté opérationnel et idem pour les vecteurs nautiques. En sachant que là, je vous ai mis une photo de la SNSM, il faut bien savoir que les canaux de la SNSM sont les vecteurs privilégiés nautiques pour les évacuations. Le SMUR maritime. Le SMUR maritime, il est déclenché par le SAMU de coordination médicale maritime, comme en terrestre. En terrestre, c'est le SAMU qui déclenche les SMUR. Ben là, c'est pareil. Le SMUR maritime, il doit passer son bilan au SCMM. Comme moyen de communication, il a son GSM, ouais, mais ça, c'est pas. Et téléphone satellite et VHF marine. Donc, ça veut dire, si vous voulez, que les SMUR maritimes, ils ont une dotation particulière. Nous, à Toulon, que ce soit le matériel radio et le matériel pour intervenir en mer, on a des lots spécifiques pour intervenir en mer parce qu'il faut que ça soit, bah, vous imaginez bien, il faut que ça soit résistant, il faut que ça, ouais, il faut que ça soit résistant à l'eau, aux différentes intempéries, mais aussi il faut du matériel qui soit miniaturisé parce que globalement, on peut être amené à gérer toutes les interventions qu'on gère à terre. Donc tout ça, c'est du lot spécifique. Pour faire simple, on ne part pas en mer avec les sacs qui sont dans la VRM du SMUR terrestre. Et là également, on est en train de se doter, le SCMM, là, d'un lot PSM mer. Donc en terrestre, il y a aussi des lots PSM. Et là maintenant, à Toulon, là, comme à Bayonne, comme au Havre, on va également avoir un lot PSM mer qui permet de traiter 25 victimes, à savoir 10 UA et 15 UA et 15 UR pardon, en mer. Alors, l'Orsec maritime, donc comme je vous le disais tout à l'heure, eh ben, l'opération débute en mer et se termine à terre par la prise en charge des victimes. Donc ça veut dire que si vous voulez, le médecin, le MCAM, il doit organiser pour anticiper les secours terrestres. Et donc, bah ça se fait avec, il est en lien avec le SAMU terrestre territorialement compétent. Globalement, il y a une catastrophe en mer. Lorsque la flottabilité, et c'est-à-dire qu'on peut, et que c'est sécurisé, on peut projeter des équipes de SMUR maritime. Également, il y a on a en équipe, on a l'UMIM. L'UMIM, c'est l'unité d'intervention médicale maritime du bataillon des marins-pompiers qui ont du renfort matériel. On peut projeter ces équipes à bord. Alors après, il y a une évaluation qui est faite. C'est comme à terre, si vous voulez. Il y a une évacuation qui est faite. Si jamais il y a besoin, on peut également organiser un PM à mer. Et ensuite, il va falloir gérer l'évacuation et l'orientation des victimes avec la priorisation de l'évacuation des victimes. Et ça, une fois que le port, ce qu'on appelle le port refuge, a été désigné, donc c'est le port où les gens vont être débarqués, et ben, il va y avoir, on se met en relation avec le SAMU terrestre territorialement compétent et le lien est fait. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'intervenants dans ce type d'événement et donc c'est pour ça qu'il est important. Et ben, il faut que ce soit des gens qui soient formés, qui sachent aussi bien au niveau des médecins qu'au niveau des armes, qu'au niveau des infirmiers, qu'au niveau des médecins. On s'improvise pas là comme ça dans une catastrophe.
Il faut connaître, surtout ce qui est important, il faut connaître le champ de compétences de chacun et les limites d'orientation. Donc là, bon, c'est quelques photos pour illustrer parce que les obsèques maritimes, on est régulièrement sollicité par la préfecture maritime tous les ans. Il y a au moins un exercice. Et comme la façade maritime méditerranéenne est assez grande, là, le dernier, on l'a fait cette année en octobre à Bastia, au large de Bastia. Tous les ans, on s'organise, enfin, est organisé par la préfecture maritime, un sauvetage maritime de grande ampleur. Et donc, bah, vous voyez là sur cette photo, donc là, on commence en haut à gauche, c'est donc prise de contact du SMUR maritime avec le médecin du bateau, organisation du PMA sur le bateau, projection du DSM mer, ensuite gestion avec les équipes de renfort du bataillon des marins-pompiers, l'organisation du PMA. Et bon, là, en plus, cet exercice, on avait testé la projection de la CUMP. Et ensuite, vous voyez là sur l'avant-dernière photo, en bas à droite, il y a la passation de pouvoir entre la mer et la terre, entre le DSM mer et le DSM terre. Donc là, comme je vous le disais, en cas la régulation, donc le régulateur est délocalisé, la régulation est délocalisée avec projection d'un régulateur et des armes avec le matériel. Donc, c'est une équipe, si vous voulez, qui est délocalisée, qui est autonome. Donc, ça veut dire que ça n'impacte absolument pas la régulation du SAMU 83 qui, elle, gère le quotidien. Donc, ensuite, bah, ce que je vous disais, effectivement, les SMUR maritimes bah, donnent leur bilan, communiquent leur bilan aux médecins régulateurs et au DSMR, et lequel organise donc l'arrivée à terre des victimes. Et il y a également remontée d'informations, bien évidemment de la situation aux autorités sanitaires et préfectorales. Le DSMR, lui, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il communique avec le MCAM au CROSS. Il communique avec le capitaine du bateau, ce qui est essentiel. Le capitaine, bah, c'est lui, de toute façon, effectivement, ce qui est le seul maître à bord. Et il faut savoir que quand on va sur un bateau, quand on est projeté, eh ben, la première chose à faire est d'aller voir le capitaine. C'est lui le responsable du bateau. Il doit toujours être informé des décisions qui sont prises. Et il faut savoir aussi qu'en passerelle, eh ben, c'est là où il y a les moyens de communication. Et donc ça, c'est essentiel. Bon, je vous avais dit, les moyens techniques de disposition du DSMR, bah, c'est téléphone satellite, les moyens de com en passerelle, les lésions satellites, VHF, radio en terrestre, talkie-walkie, téléphone intérieur du bord. C'est partout pareil, hein. Le maître mot, c'est les communications. Il peut y avoir aussi ben, les attentats, c'est pas que à terre, ça peut être aussi en mer, donc ce qu'on appelle le contre-terrorisme maritime. On a des entraînements, on a un entraînement tous les 3 ans, en fait, parce qu'il y en a un par an dans chaque façade. La façade maritime Manche, la façade atlantique et la façade méditerranéenne. Et donc là, à la différence, lorsqu'on est dans le cadre d'un contre-terrorisme maritime, l'équipe de régulation, elle est délocalisée, mais au centre opérationnel de la marine, à la préfecture maritime. Elle n'est pas au CROSS. Maintenant, pour finir, je vais juste faire des petits focus sur des régulations et en même temps pour passer quelques messages. Les accidents évitables. Bon, je parle pas, et ça, le CCM vous en parlera. Ben, en mer, il peut arriver tous les problèmes qui peuvent arriver à la terre. Les infarctus, les accouchements, les crises d'asthme, etc. Là, je parle d'accidents spécifiques liés à la pratique en mer. Alors, je voulais vous parler de la gifle de pont. La gifle de pont, c'est quoi? C'est la gifle de pont, des traumatismes graves périnéo-pelviens lors de la chute de la passagère. Alors, je dis passagère parce que bien souvent, c'est quand même la femme qui est derrière, qui est devant sur le jet ski. Les plaies par hélice. Et je ferai aussi un tout petit focus sur le kitesurf. Alors, la gifle de pont, le circonstanciel, je pense que tout ça va évoquer à tout le monde. C'est un semi-rigide le plus souvent. Vous voyez là, le semi-rigide, bon là, il fait pas très beau. Mais généralement, quand il fait très beau, la femme, parce que là aussi, c'est souvent la femme, elle est assise à l'avant du bateau et il y a les vagues. Et puis, bah, donc, le bateau, bah, vous voyez qu'il va, il monte, il descend. Et en fait, elle se tient pas. Et ce qui se passe, si vous voulez, c'est qu'à un moment, il y a une vague qu'elle maîtrise pas. Et en fait, elle est tassée sur le boudin du zodiaque, ce qui crée une fracture du traumatisme, une fracture du rachis. Et les fractures, elles sont souvent dans les deux zones de fragilité, c'est à savoir le cou et les lombaires. Donc, c'est une fracture du traumatisme. C'est hyperalgique et il y a un risque d'atteinte médulaire. Donc, la sanction, fracture tassement, la douleur.
Et alors, pas de paraplégie, mais on a quand même des cas d'atteinte médulaire. Et donc, bah, et dans le meilleur des cas, s'il n'y a pas d'atteinte médulaire, ça se solde par un corset pour 3 mois. Donc, ça gâche l'ambiance. Et pour vous donner encore un exemple, donc là, je vous ai mis les chiffres de 2021, mais encore, enfin, cet été, alors particulièrement, il y en a beaucoup, enfin, sur le pourtour méditerranéen, mais en Corse, si vous voulez, il y en a quand même, il y en a 3 par semaine, hein, cet été, juste en Corse. Et après, il faut rajouter tous ceux qui étaient sur la façade continentale. Alors, le jet ski, bon, juste pour vous expliquer, donc, comme je vous le disais, la passagère arrière, parce que c'est souvent la passagère, qui tombe à l'arrière pour de multiples raisons. Et en fait, comme elle n'a pas de coupe-circuit, et ben, si vous voulez, lorsqu'elle tombe à l'arrière, le jet ski n'est pas coupé et elle est encore. Il y a un jet avec la turbine. Il faut savoir que la pression, ce qui sort à l'arrière du jet ski, là vous voyez tous le jet, ça correspond à 80 bars. Et donc, ces 80 bars, eh ben, qu'elle prend au niveau du périnée. Et là, donc, si vous voulez, ça fait une pression énorme dans les orifices anal-vaginal avec des lésions qui peuvent être dramatiques, hein. Ça va à la poche à caca, la poche à pipi. L'activité sexuelle est quand même fortement perturbée. Enfin, voilà, des lésions quand même très importantes. Enfin, là, globalement, ce qu'il faut retenir, et ça y est, donc la loi est passée, il y a eu une modification de la loi en décembre 2023. La division 240, qui est la structure qui règle, si vous voulez, qui impose toutes les réglementations. Donc maintenant, il y a obligation de mettre un shorty en néoprène de 2 millimètres. Il y a eu des études qui ont été faites et avec un shorty en néoprène de 2 millimètres, il y a une réduction des atteintes périnéales. C'est comme le casque en moto, hein, ça n'empêche pas de tomber, mais ça limite toutes ces lésions. Voilà. La plaie par hélice, bah, vous voyez la coupable, hein. Alors, souvent, bah, c'est je saute dans l'eau et le moteur n'est pas arrêté. Et puis, ben, je saute dans l'eau et pas très loin. Donc, du coup, je suis happé par l'hélice. Je vous laisse imaginer tout ce qu'il peut y avoir comme lésions, aussi bien ben, jambes, etc. Bon, on a quand même eu un été, si vous voulez, on a eu 5 morts par hélice. C'est quand même beaucoup. Donc, bah, les conséquences, c'est voilà, des traumatismes sévères, des hémorragies incontrôlables. Et là aussi, c'est la prévention et surtout des messages de prévention. Il est important en mer, il faut toujours bien vérifier lors des manœuvres que tout le monde entende les mêmes manœuvres. Et juste parce que là, en plus, ça s'est passé ce week-end, le kitesurf, même si, alors maintenant, bon, il y a eu des gros progrès dans tous les principes de sécurité, mais un kitesurfer qui se retrouve à terre, alors qu'il ne l'a pas choisi de façon inopinée, on a eu le cas semaine, et ben, même si son examen initial, son état est plutôt rassurant, ça doit être comme l'accident de jet ski, enfin, comme tous les autres auto- toujours un bilan, enfin un appel au secours et envoyer un bilan aux urgences parce que là, ce week-end, on a eu une femme de 30 ans qui était, bon, alors en plus, elle est enceinte de 2 mois, bon, et donc qui a été embarquée par une rafale, qui s'est retrouvée projetée dans les canis sur la plage, enfin, un des spots de plongée là près de chez nous, hier. Et en fait, bah, si vous voulez, bilan des courses, elle avait une lacération hépatique. Et alors qu'au départ, elle avait un examen strictement normal. Donc ne jamais banalisé. C'est comme le jet ski, là, je vous ai parlé de la version la plus grave, mais des fois, ce qu'il faut, des fois, les lésions, parce que si la jeune femme ou moins jeune est tombée un peu de travers, elle peut être moins atteinte. Et ça peut être, il peut ne pas y avoir d'hémorragie extériorisée, mais tout en ayant des dégâts à l'intérieur. Donc, faut être simple. Retenez que toute chute de passager arrière de jet ski, surtout s'il n'est pas porteur de shorty, mais même s'il est porteur de shorty, doit être envoyé aux urgences et être examiné et avoir une imagerie. Et voilà, je vous remercie. Enfin, je ne sais pas si c'est possible, s'il y a des questions. J'ai débordé de 5 minutes, ça va. Voilà. Merci Muriel. Des questions? Des questions pour Muriel?
Bonjour Muriel, Eric au 74. Muriel, tu nous as parlé, il faut que je reprenne ma feuille pour les questions, du cross. Est-ce que une régulation médicale est possible sans évacuation? Et si c'est le cas, est-ce qu'on connaît le pourcentage versus appel avec évacuation? Alors ça, tu vas avoir, Eric, bonjour. Et ben ça, tu vas le savoir là tout de suite après, parce que tu vas avoir la présentation du CCMM. Et donc, parce que comme je le disais, nous, c'est le CCMM qui fait la régulation initiale, si tu veux, sauf pour les accidents de plongée ou pour les catastrophes maritimes. Mais effectivement, il y a les évacuations, ils vous donneront les chiffres, hein, le CCMM, mais il y a entre sur le nombre de régulations qu'il y a, les évacuations, c'est minime. C'est de l'ordre de 10 à 20%. Enfin, c'est vraiment minime. Donc, effectivement, eux, ils ont vraiment un rôle, enfin, de conseil. Ils font, par exemple, tu es sur ton bateau en Polynésie avec ta petite famille, il y a une brûlure pas trop grave, bah, ils vont le faire du suivi pendant 2, 3 semaines. Donc, voilà, en termes de. Alors, j'ai pas les chiffres en tête, mais c'est je crois que dans 60% des cas à bord, au moins, les gens sont laissés à bord. Merci. Et Voilà. puis j'avais une question sur les accidents de plongée. Est-ce que c'est comme à la montagne où finalement on assiste à une augmentation des accidents en montagne, notamment en ski de randonnée, parce que les gens sont moins préparés, connaissent moins l'utilisation du matériel. Est-ce que c'est la même chose pour la mer et les accidents de plongée? Alors, pour les accidents de plongée, il faut savoir que les plongeurs, globalement, on va dire, il y a 3 catégories. Il y a le plongeur apnéiste, chasseur, donc lui qui est souvent en solo, hors structure. Donc lui, généralement, malheureusement, quand on est alerté, c'est souvent pour des issues fatales, surtout s'il est parti plonger tout seul. Et après, il y a toutes les plongées en structure. Alors oui, je te confirme, j'ai plus de 50, 60, 70 ans, je suis bedonnant, une hygiène de vie pas foufou. Et puis surtout, ben, alors, certificat d'aptitude, bon, ben, on sait tous que voilà, il y en a qui sont signés, avec pas forcément un examen optimal, on va dire. Et puis après, il faut surtout pas non plus stigmatiser le plongeur, hein. Il y a quand même beaucoup d'accidents de plongée où le plongeur, il a tout bien fait comme il fallait, et c'est la bulle qui est passée, quoi, hein, c'est l'azote qui est passé. Donc là, il n'y a pas de, faut pas dire, bah, c'est bien fait pour lui. Alors, il y a des fois, il y a effectivement des conduites à risque. Je te confirme, mais il y a aussi, on peut très bien avoir un accident de plongée alors qu'on a respecté les paliers, etc. Ça n'empêche pas. Mais par contre, il y a la problématique en fait des clubs alors lyonnais, parisiens, d'Annecy ou ailleurs, qui en fait, eux, le problème, c'est qu'ils n'ont pas connaissance des procédures d'appel pour la gestion des secours. Et donc c'est là où effectivement il y a un retard de prise en charge. Donc on essaye de faire un travail là-dessus. Alors ils sont plus compliqués à joindre, autant sur les clubs, les gens qui plongent en club là dans notre région, c'est plutôt eux, on fait des formations tous les ans. On rencontre les clubs de plongée, mais sinon c'est un peu compliqué. Donc oui, il y a les comportements à risque. Les comportements à risque, alors, et puis on les voit essentiellement bah, pour tout ce qui est jet ski, etc. Alors je passe à tout ce qui est, enfin, les problèmes d'excès de vitesse, de non-respect des règles de sécurité, et puis plus l'alcoolisation, enfin tout le reste, quoi. Enfin tout ce qui va avec, quoi. Mais par contre, alors, une petite différence, c'est que le secours en mer est gratuit par rapport au secours en montagne. Une dernière question pour Muriel. Sylvie, vas-y. Oui, bonjour, Sylvie du SAMU 28. Quels personnels sont dans ces différentes entités? Alors, on a parlé du CROSS, enfin, on tombe où exactement et sur qui? Alors, le cross, c'est des militaires ou c'est des civils, des anciens marins. Enfin, voilà, c'est comme je vous le disais, bon, c'est essentiellement, ils dépendent des affaires maritimes. Et c'est, voilà. Mais en tout cas, ce n'est pas des personnels soignants. Ça veut dire que l'opérateur du cross, c'est-à-dire que quand vous faites le 196 parce que vous êtes en panne ou parce que vous avez un problème de santé, etc., l'opérateur du cross, lui, il n'a pas une formation d'armes. Bon, par contre, si on lui dit arrêt cardiaque, il sait que c'est grave, que c'est urgent, mais ils ont des formations. Il faut savoir que les opérateurs dans les crosses, ils ont des formations 15 jours avant. Alors, ils ont des formations, si vous voulez, et alors maintenant, sont mis en place des formations sur la communication, sur la gestion du stress,
Et sur aussi, bah, ils ont toute une formation sur comment se servir de leur logiciel, l'application. Mais voilà, donc les crosses, c'est des personnels, pour la plupart, si vous voulez. Alors voilà, ce qui est paradoxal, c'est que, comme je vous l'ai dit, leur ministère de tutelle, c'est le ministère de l'écologie, mais la majorité sont militaires, quoi. Sont des marins, des anciens marins. Muriel, merci beaucoup. Il n'y a plus de questions pour Muriel? Non? Bon, Muriel, on te remercie. Ok, bah merci à vous et bon congrès.